Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président Xi Jinping a rendu visite à 3 sièges de médias nationaux à Beijing. CCTV, le quotidien du peuple et l'agence presse Xinhua. Le président Xi a présenté ses vœux au public à travers un message audio dans une publication de la plateforme des nouveaux médias à l'agence de presse Xinhua. Le président Xi a eu une discussion vidéo avec un journaliste qui enquête sur les performances de représentants locaux du parti dans un village provincial. Le président Xi a appelé les journalistes à continuer de creuser, à trouver des informations de première main sur des sujets comme celui-ci, car c'est dans l'intérêt du public et du parti. Le président Xi nous a également rendu visite ici à la télévision centrale de Chine et a participé à une vidéoconférence avec CCTV America à Washington. Il a félicité la chaîne dans ses efforts pour proposer 5 heures de contenu original par jour. Le personnel de CCTV à Washington et à Beijing a été très inspiré par la visite du président Xi Jinping lors d'une tournée d'inspection des différents grands médias chinois, ainsi que par son discours à l'occasion du symposium qui a suivi. C'était un jour inoubliable pour toute l'équipe de CCTV américain du Nord. Nous avons été très heureux d'écouter les attentes du président Xi concernant notre capacité à communiquer à l'international. Il a dit que nous devrions parler davantage de la Chine aussi, mais de façon complète et correcte et promouvoir la culture chinoise. En fait, c'est ce que nous faisons déjà sans relâche tout au long de notre carrière à CCTV. J'ai été impressionné par le positionnement du président Xi sur le travail des médias. Il a dit qu'il était très important de travailler pour le parti et pour le gouvernement. Ça nous a fait réaliser tout le poids qui pèse sur nos épaules. Il a aussi décrit les obligations des journalistes et posé des conditions à l'exercice de leur travail. Je pense que ce qu'il dit va nous servir de guide dans notre travail. La Corée du Sud fait savoir que la RPDC conduit des exercices militaires sur sa côte ouest samedi. De leur côté, les États-Unis intensifient leurs grandes manœuvres conjointement avec la Corée du Sud. Un responsable de la défense sud-coréenne dit que plusieurs explosions ont été entendues au petit matin près de l'île de Pyeongyang à la frontière. L'île se situe à quelques kilomètres de la limite nord. Quelques heures plus tard, l'agence de presse de RPDC KCNA dénonçait la présidente sud-coréenne Park Geun-hye pour sa réponse dure à l'encontre des dernières actions de la RPDC. Avant les tirs d'essai de ce matin, les États-Unis avaient fait voler 4 de leurs derniers avions, des GF-22, au-dessus de la Corée du Sud en démonstration de force contre la RPDC. Le pays envisage aussi de déployer un système de défense antimissile en Corée du Sud pour resserrer les taux sur Pyongyang. Jeudi dernier, après que l'agence de renseignement sud-coréenne avait prévenu que la RPDC préparait une attaque, les États-Unis et la Corée du Sud avaient annoncé vouloir faire de leurs exercices militaires annuels Key Resolve les plus importants jamais organisés. Le gouvernement japonais a approuvé de nouvelles sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Les nouvelles sanctions prévoient en outre l'interdiction de paiement à destination de la RPDC, ainsi que l'interdiction d'entrer sur le territoire japonais de navires de pays tiers ayant visité des ports en RPDC. Les sanctions ont été étendues pour inclure des restrictions de voyage entre les deux nations. L'initiative japonaise fait suite aux sanctions sévères des Américains. Tokyo a indiqué que son gouvernement travaillera avec Washington et Séoul pour pousser l'adoption d'une nouvelle résolution de l'ONU qui permettra d'imposer des sanctions plus sévères à la RPDC. Les dirigeants européens sont finalement parvenus à un accord autour des exigences de réforme de l'Union de David Cameron, le Premier ministre britannique. L'accord a été décroché avant le référendum prévu en Grande-Bretagne, un scrutin au cours duquel les électeurs de la couronne britannique se prononceront sur leur souhait ou non de rester dans le giron européen. C'est à Bruxelles, après 2 jours et 2 nuits d'intenses négociations, que l'accord sur les 4 objectifs proposés par David Cameron a été obtenu. Il comprend entre autres l'imposition de limites provisoires sur les prestations sociales pour les migrants européens présents au Royaume-Uni. Le chef du gouvernement britannique présidera une réunion ministérielle ce samedi, alors qu'il s'apprête à faire accepter ce processus aux citoyens par voie de référendum prévu le 23 juin.
Ce sera la seconde fois en seulement 30 ans que Londres consulte sa population par un tel moyen sur le sujet de son appartenance à l'Europe. En juin 1975, un peu plus de 67% des électeurs s'étaient prononcés pour le rattachement à la communauté économique européenne. Mais depuis, cette question fait toujours l'objet de débats enflammés. Nous venons d'obtenir un accord qui renforce le statut particulier de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Il scelle de façon légale une décision irréversible de l'ensemble des 28 dirigeants. Le règlement répond à toutes les inquiétudes du Premier ministre Cameron sans compromettre nos valeurs fondamentales. Demain, je présenterai cet accord au cabinet et lundi, je ferai un discours au Parlement et débuterai le processus, en vertu de notre loi référendaire européenne, de tenir un référendum sur la question de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le peuple britannique doit maintenant décider s'il veut rester dans cette Union européenne réformée ou en partir. Ce moment qui n'arrive qu'une fois marquera la destinée de notre pays. Ces pays qui souhaitent intégrer davantage leur économie seront capables de le faire. Nul ne peut les en empêcher. L'accord d'aujourd'hui ne fait planer aucun doute sur le fait que l'euro est la monnaie de notre Union et sur la poursuite du renforcement de notre Union économique et monétaire. Et passons maintenant en revue le détail des réformes et voyons ce qu'elles vont changer pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. David Cameron a demandé un changement du traité et l'a obtenu. Lors de la prochaine modification des traités, il sera explicitement ajouté que le Royaume-Uni est dispensé de l'obligation de former avec les autres pays européens une union toujours plus étroite, qui est pourtant l'un des piliers de la construction européenne. La Grande-Bretagne pourra refuser toute prestation liée à l'emploi aux nouveaux travailleurs originaires de l'Union européenne durant les 4 premières années de leur séjour. Londres a obtenu un mécanisme de frein d'urgence de 7 ans sur certaines aides sociales pour les nouveaux migrants qui permet de limiter les versements selon une échelle graduelle. Un système d'indexation concernant les allocations familiales des travailleurs dont les enfants vivent dans un autre pays de l'Union européenne entrera en vigueur immédiatement pour les nouveaux demandeurs puis à compter de 2020 pour la totalité des bénéficiaires. Le système permettra au gouvernement d'indexer le niveau des allocations familiales sur le niveau de vie du pays où résident les enfants, ainsi que sur le niveau des prestations sociales de ces pays. L'accord souligne également le besoin de faire jeu égal en matière de régulation financière et bancaire pour protéger les pays situés dans et en dehors de la zone euro. Il accorda à la Grande-Bretagne le droit de superviser les institutions financières et les marchés pour préserver la stabilité financière. Mais cela devra se faire sans préjudice au droit de l'Union européenne d'agir afin de protéger la stabilité financière. Plus de 2000 personnes ont manifesté au Queen Elizabeth II Conference Centre à Londres. Ils appellent le public à rejeter le nouvel accord avalisé par le Premier ministre britannique David Cameron. Le politicien britannique eurosceptique Nigel Farage a déclaré que l'accord signé entre l'UE et Cameron n'aborde toujours pas les questions fondamentales. L'accord auquel Cameron est parvenu n'aborde pas les questions fondamentales qui tiennent à cœur aux Britanniques, ni du fait que notre Parlement est dans l'incapacité d'invalider les mauvaises lois européennes. L'accord est jugé non pertinent. Ce n'est pas un accord. Cela ne change rien du tout. Maintenant, nous devons mener une campagne agressive et cela sera aux Anglais de se battre contre les bureaucrates, les entreprises et les banquiers pour reprendre leur droit à la démocratie. L'Autriche a décidé de manière unilatérale vendredi de limiter le nombre de demandeurs d'asile. Un maximum de 80 personnes pourront être accueillies par jour pour faire une demande d'asile. S'exprimant au second jour du sommet des dirigeants européens à Bruxelles, le chancelier autrichien Werner Faymann a encouragé les autres pays de l'UE à faire de même. Si tous les pays décidaient de limiter le nombre de migrants, soit l'équivalent de 37 500 en fonction de la taille du pays, nous pourrions répartir 2 millions. L'an dernier, nous avons reçu 90 000 migrants. Nous ne disons pas cette année nous ne prenons pas de migrants. Nous disons nous en prenons 37 500. Mais maintenant, c'est au tour des autres.
Principale porte d'entrée dans l'Union européenne, la Grèce peine à faire face à l'afflux de nouveaux arrivants et craint que de nouvelles restrictions de ses voisins européens ne laissent des dizaines de milliers de migrants bloqués sur son territoire. Et selon l'agence de presse AFP, la Grèce serait parvenue à un accord avec l'Autriche en matière de coopération. Par ailleurs, les dirigeants de l'Union européenne restent profondément divisés sur les réponses à adopter vis-à-vis de l'afflux de migrants et de l'effondrement potentiel du principe de libre circulation sur le continent. L'Union européenne a donné à Athènes 3 mois pour restaurer l'ordre à ses frontières. Si elle échouait, la Grèce pourrait se voir suspendue de la zone de Schengen. La police ougandaise a arrêté l'un des candidats à la présidentielle, le docteur Kizza Besigye, quelques heures après le scrutin. Besigye a été interpellé au siège de son parti à Kampala alors qu'il était sur le point de tenir une conférence de presse. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à Kampala pour le second jour d'affilée. La police et l'armée ont fermé une grande artère alors que la police procédait à l'arrestation du dirigeant de l'opposition, Kizza Besigye, aux côtés du président de son parti, Mugisha Muntu, un ancien commandant de l'armée ougandaise. Les deux hommes avaient prévu de tenir une conférence de presse au siège du parti du Forum pour le changement démocratique ou FDC à Kampala. Il s'agit de la deuxième interpellation du leader de l'opposition depuis que les Ougandais ont commencé à voter. Voici la principale autoroute menant au plus grand aéroport d'Ouganda, Entebbe. Elle a été bloquée pendant plusieurs heures alors que la police était engagée dans des affrontements avec les partisans du candidat à la présidentielle, Kizza Besigye. Certaines personnes ont été blessées par des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes. De nombreuses personnes ont également été arrêtées. Mais la police a nié avoir procédé à l'arrestation des leaders de l'opposition. Les autorités ont déclaré les avoir brièvement emmenés pour les interroger après que les rapports des renseignements ont indiqué que Besigye prévoyait d'enfreindre la loi. Nous avons annoncé au public qu'en cas de violence, la police agirait afin d'assurer l'ordre public. Nous répétons la même information. La police ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas notre pays sombrer dans le chaos. Jeudi, le président Museveni a averti que les forces de sécurité du pays agiraient contre toute personne visant à menacer la paix en Ouganda. L'ambassade américaine à Kampala a également averti ses ressortissants de ne pas sortir dans les rues de la capitale. Xiao Gang, président de la commission chinoise de régulation boursière, a été démis de ses fonctions. Le Conseil des affaires d'État a annoncé que Liu Shuyu avait été nommé pour le remplacer. Liu Shuyu était président de l'Agricultural Bank of China depuis décembre 2014. Il était auparavant et depuis 2006 gouverneur adjoint de la Banque centrale chinoise. Xiao Gang, 57 ans, était le président du gendarme boursier chinois depuis mars 2013. Xiao Gang a prononcé le mois dernier un long discours lors de la réunion annuelle de son institution. Il avait alors déclaré que la débâcle boursière de l'été 2015 avait mis en lumière de nombreuses failles et imperfections. Il s'était de plus engagé à ce que la commission de régulation boursière tire les leçons de ses erreurs. Le ministère chinois du Commerce a indiqué que les investissements de la Chine à l'étranger avaient connu une forte hausse en janvier, conformément à la tendance de ces 2 dernières années. De la construction d'autoroutes en Afrique aux raffineries au Moyen-Orient, la Chine a bouleversé le paysage de l'investissement mondial. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les investissements directs non financiers avaient en janvier augmenté de 18,2% en glissement annuel à 12 milliards de dollars. Cette croissance est quasiment 3 fois plus élevée que le mois précédent. Et le volume total des investissements à l'étranger dépasse quant à lui le millier de milliards de dollars. Si les investissements de la Chine dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles sont de notoriété publique, on connaît moins leur rôle dans les projets intensifs en technologie, tels que les équipements électroniques, la médecine et le secteur automobile. Par ailleurs, la nature des investissements entrant en Chine a également changé, en raison de la mutation de l'économie chinoise, dont la consommation devient le moteur. Il s'agit d'un énorme changement structurel. La plupart du capital étranger était ces dernières années consacré à la manufacture, puis au secteur immobilier. Mais ces dernières années, il s'est tourné vers les services et les secteurs de haute technologie.
64% du capital a été investi dans ces deux secteurs en 2014 et en 2015, c'était 70%. La Chine a de plus conservé en 2015 son rôle de destination privilégiée des capitaux étrangers, avec 126 milliards de dollars d'IDE, soit 5,6% de plus que l'année précédente. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillé, alors qu'auparavant ces mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis. Voyons ensemble les implications que ce changement signifie. Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique, cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du quatrième trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Wouwen, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuan seraient injectés sur le marché. La pression de gain sur les banques commerciales sera amoindrie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que le ratio d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque est réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement fixé alors à 150%. Mais Wouwen explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. Le ministère chinois des Finances a modifié vendredi les règles de taxation en matière de transactions immobilières. Le plan est un nouveau geste du gouvernement destiné à relancer le marché immobilier du pays. Il s'agit fondamentalement d'une réduction d'impôts pour les habitations chères et de grande superficie. Pour les nouveaux logements, les taxes sur les transactions demeurent inchangées pour les habitations ne dépassant pas les 140 mètres carrés. Pour les logements plus grands, la taxe est réduite de moitié. S'agissant des transactions sur les habitations existantes, l'on observe d'importants changements. Le changement d'imposition couvre ceux qui ont acheté des logements pour y vivre et non pas les louer ou les céder rapidement. Il n'y aura pas de taxe commerciale pour les ventes de logements existants ayant au moins 2 ans. Cependant, la nouvelle politique demeure discrète alors qu'elle ne couvre ni Beijing, ni Shanghai, ni Guangzhou, ni Shenzhen, les 4 villes les plus chères en termes de prix de l'immobilier. La nouvelle politique entrera lundi en vigueur. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée, mais ce n'est pas encore le cas à Beijing où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des parties tierces. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation des ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Gwanghwamun à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuan était vendu par des intermédiaires pour 4500 yuan.
15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongjen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. Après une période de veille pendant la nuit lunaire, l'appareil chinois Chang'e 3 s'est réveillé automatiquement jeudi, entrant ainsi dans son 28e jour lunaire. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres. L'appareil a résisté à des températures extrêmes durant 27 nuits lunaires depuis son alunissage en décembre 2013. Bien qu'ils aient dépassé leur durée de vie de 14 mois, le télescope astronomique et les autres outils embarqués dans Chang'e 3 continuent de fonctionner. Les données envoyées vont servir à la conception de nouvelles sondes et ces données sont accessibles dans le monde entier. Et parlant du futur, la prochaine sonde chinoise Chang'e 5 est déjà en construction. Elle devrait être lancée en 2017. Chang'e 5 aura pour tâche de recueillir des échantillons du sol lunaire qu'elle rapatriera sur Terre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.